Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Scott, merci beaucoup 2026. Scott, merci beaucoup pour votre temps. Un samedi après-midi. Nous sommes ici, bien sûr, pour parler des événements au Venezuela au cours des dernières 24 heures. Comment le président peut-il expliquer ou justifier cette invasion et prise de contrôle du gouvernement d'un autre pays en termes de besoins de sécurité nationale des États-Unis? Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut comprendre que le président ne va pas avoir une discussion fondée sur les faits avec le peuple américain. Le président est dans le métier de façonner les perceptions. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va présenter cela comme une grande victoire pour la sécurité nationale américaine parce que nous avons éliminé, vous savez, l'une des principales sources du flux illégal de narcotiques vers les États-Unis. Maintenant, c'est bien sûr un mensonge. Le Venezuela n'est pas la source principale. Colombie, Mexique, ils viennent de nombreux endroits. Le fentanyl, aucun fentanyl ne vient du Venezuela. Tout passe par la frontière mexicaine, ou du moins la majorité d'entre eux. Donc, si nous avions une conversation basée sur les faits, le président serait démontré comme un menteur. Encore une fois, je ne veux pas insulter beaucoup de gens, mais je vais insulter beaucoup de gens en ce moment. MAGA, le mouvement MAGA, est composé de certaines des personnes les plus ignorantes au monde à propos du monde dans lequel nous vivons. Ils ne savent rien du monde et ils ne se soucient pas du monde. Ils sont America First, un mantra qui existe déguisé en une multitude de péchés. Et l'un des plus grands péchés qu'ils dissimulent est le péché de l'ignorance. Le peuple américain est largement ignorant du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes extraordinairement ignorants du Venezuela, donc nous sommes susceptibles de croire et de se faire dire des choses tant que, vous savez, on nous incite pas à creuser trop profondément dans des questions comme la drogue. On nous dit que nous avons un problème de drogue. Oui, nous avons un problème de drogue. On nous dit que nous avons un problème de fentanyl. Je pense que les statistiques le prouvent. Mais ensuite, ils disent que le Venezuela est la source de cela, que se débarrasser de Maduro contribuerait grandement à résoudre cela. C'est un mensonge. Cela ne va rien résoudre. Mais ce que le président a fait ici, c'est qu'il a créé un récit fait pour la télévision. Nous sommes intervenus et nous avons attrapé le méchant et cela semblait très facile parce que, bien sûr, nous sommes la nation la plus forte du monde sous Donald Trump. Et nous ne voulons pas creuser sur la façon dont cela a été si facile. Comment la CIA a probablement payé des centaines de millions de dollars directement ou indirectement à l'élite politique, y compris les forces militaires et de sécurité du Venezuela, pour se retirer et nous laisser faire cet événement orchestré, car c'était un événement orchestré. On n'entre pas avec 2 troupes de la Delta Force dans une capitale hostile et on lance pas une attaque de cette nature, à moins que tout ait été réglé à l'avance. C'est le moyen le plus rapide de perdre 35 soldats de la Delta Force. Non, ils sont entrés. L'opération avait reçu le feu vert pour intervenir. C'était un environnement permissif. Ils ont eu leur moment fait pour la télévision, puis ils sont partis. Et Donald Trump va capitaliser sur cela. Mais je pense que ce que vous allez voir, c'est que nous avons, au cours des derniers mois, exploité à la fois les sanctions et la possibilité de lever les sanctions et la réalité du pétrole, de l'argent qui est attaché au flux de pétrole. Et nous avons acheté l'élite politique et économique du Venezuela, y compris ceux qui, il y a juste une semaine, disaient qu'ils soutenaient Maduro à vie. Eh bien, apparemment, ils ont un prix et ce prix a été payé et nous les possédons et nous possédons maintenant le Venezuela. Je pense que pour le président, il s'agit de perception. Et en ce moment, pour le public MAGA qui ne pose pas beaucoup de questions discernantes, c'est une grande victoire. C'est exactement ce que le président voulait. Le président affirme que c'était l'arrestation d'un fugitif de la justice. Les accusations portées contre lui sont grossièrement exagérées. Il n'y a aucune mention de fentanyl dans l'acte d'accusation contre lui. Une des accusations contre lui est la possession d'une arme en violation du Firearm Act des États-Unis de 1934, qui a depuis été jugé inconstitutionnel par la Cour suprême. On ne peut pas dire cela avec un air sérieux. Comment quelqu'un à Caracas, au Venezuela, possédant une arme légale à Caracas, au Venezuela, peut-il être inculpé pour violation de la loi fédérale américaine? C'est le non-sens. Que vous avez raison, Donald Trump essayera de vendre au peuple américain. Ce n'est pas un événement de maintien de l'ordre. C'est une attaque et une prise de contrôle du gouvernement d'un pays étranger. Qui quoi? Pete Hegseth et Marco Rubio vont-ils désormais prendre les commandes?
Oui, comme Douglas MacArthur dirigeant le Japon apparemment après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça devient encore mieux parce que, vous savez, cet acte d'accusation, il y a une référence et je ne sais pas, je ne me souviens pas du nom espagnol, le cartel de drogue des fils, quelque chose, C'est ça. quelque chose du fils. C'était une façade de la CIA et nous le savons. Donc la partie intéressante est pendant ce procès, lorsque Maduro commence, vous savez, à demander l'accès au dossier de la CIA, comment cela va se dérouler. Parce que vous savez, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement vénézuélien a fait. C'est une façade narco de la CIA qui a été créée par la CIA, je pense, en 1989, à peu près à cette époque. Vous savez, cette affaire devrait être rejetée purement et simplement, mais peut-être que c'est ce qui va se passer. Et ensuite, ils permettent à Maduro de partir parce il y a un élément de collaboration ici avec Maduro. Vous savez, cela s'est passé trop facilement. Il est parti trop volontairement, et donc peut-être qu'il y a quelque chose ici où vous savez, ils vont rejeter cette affaire, puis il partira en exil, vous savez, en Chine ou en Russie, ou quelque part. Qui sait? Qui sait ce qui va se passer? Mais l'essentiel est que ce n'est pas une question de règle de droit. C'est l'antithèse de la règle de droit. Ce n'est pas. Vous savez, vous pouvez inculper un sandwich au jambon, et donc ceci, cela. Le simple fait que Maduro ait été inculpé par le district sud de New York ne signifie rien. Une inculpation n'est pas une reconnaissance de culpabilité. Et donc, vous savez, nous avons un homme innocent. Encore une fois, les Américains doivent comprendre cela. Il est revêtu de la présomption d'innocence. Nous l'avons déjà reconnu coupable. Nous l'avons déjà déclaré trafiquant de drogue. Nous avançons déjà. Vous savez, nous utilisons cela comme excuse pour un changement de régime. Nous ne sommes plus une nation de règles, droits, et je pense que cette semaine, cela n'a pas été une bonne semaine pour l'Amérique. Cela pourrait être une bonne semaine pour Donald Trump politiquement, mais pour l'Amérique, cette semaine a montré que nous étions prêts à risquer une guerre thermonucléaire mondiale pour envoyer un message à Vladimir Poutine que nous pouvions le cibler quand nous le voulions. Car c'est ce qui s'est passé avec cette attaque de drone. C'était une cible de la CIA, une opération dirigée par la CIA sous la direction du président des États-Unis pour envoyer un signal. Et le fait est que les Russes le savent. Ils ont transmis vous savez, l'une des puces récupérées qui contient toutes les données. Et si vous savez quoi que ce soit sur le ciblage et le renseignement, et tout cela, les données prouvent que la CIA, que les États-Unis étaient intimement impliqués, le prouvent. Et les Russes l'ont remis aux Américains, et ils n'ont pas besoin de le dire à voix haute. Ils ont juste besoin de dire voici, nous savons tout, et quand vous regardez cette puce, vous saurez exactement ce que nous savons. N'essayez pas de nous mentir à nouveau. Nous savons ce que vous avez fait. Et cela change l'approche de la Russie envers les États-Unis. Je pense que cela changera leur approche des négociations. Et ce que nous avons fait au Venezuela, encore une fois, est juste un signal que les États-Unis sont une nation voyou. Nous opérons sans aucune notion de droit international et cela, ce n'est même plus sujet à spéculation. Est-ce que Vladimir Poutine pourra-t-il de nouveau faire confiance à Donald Trump? Non, je veux dire encore, je ne peux pas parler au nom de Vladimir Poutine puisque et je ne peux pas parler au nom de quelqu'un dans le gouvernement russe, mais tout d'abord, nous devons comprendre, Vladimir Poutine a toujours dit qu'il ne faisait confiance à personne. Il est le président de la Russie. Son travail n'est pas de faire confiance à quelqu'un. Son travail est de veiller aux meilleurs intérêts de la Russie. Cela dit, il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez travailler de manière collégiale. Vous ferez confiance, mais vous vérifierez peut-être. Les Russes, bien sûr, ne vont pas cesser d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis, mais je pense que cela a été une douche froide pour les Russes. La réalité que le gouvernement américain, surtout dirigé par Donald Trump, est incapable de négocier de bonne foi, que nous sommes duplices, nous mentons, nous ne pouvons pas être dignes de confiance sur quoi que ce soit. Et je pense que c'est probablement la fin de la diplomatie économique de Kirill Dmitriev. Je pense qu'à l'avenir, juste la stupidité. Désolé, je n'aime pas utiliser ce mot, mais la stupidité de croire que Steve Witkoff et Jared Kushner sont capables de négocier de bonne foi au nom des États-Unis d'Amérique. Ce sont des personnes qui vivent pour le profit est généralement lié à des actions qui profitent exclusivement aux États-Unis. Regardez Gaza, par exemple, et le développement qui s'y déroule alors que le génocide se déroule. Et ici, nous les voyons parler, vous savez, de grandes exploitations arctiques, alors qu'ils ont essayé de viser une installation présidentielle. Je ne pense pas que les Russes feront jamais confiance aux États-Unis ou croire que les États-Unis agissent de bonne foi. Comment pensez-vous que cette invasion et prise de contrôle du gouvernement du Venezuela est perçue à Pékin? Je veux dire, tout d'abord, je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement chinois croit que le gouvernement vénézuélien était
avait de la résilience. Ah, ils ont envoyé une équipe de négociation, je crois, 10 heures avant que Maduro ne soit placé en détention par les États-Unis. Une équipe de négociation chinoise de haut niveau était là pour discuter avec lui. Cela me pousse à croire que les Chinois pensent que Maduro était un leader sérieux et que le gouvernement vénézuélien était un gouvernement sérieux. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est que Maduro n'était pas un leader sérieux. Il était entouré par une mer de corruption exploitée par la CIA au profit des États-Unis, et cela a laissé la Chine, la Russie et tout le monde ailleurs dans l'impasse. Donc, du point de vue chinois, je pense qu'il faut prendre du recul, réévaluer tout ce qui a été entrepris avec Maduro et reconnaître que l'on a été trahi. Et la question est de savoir à quel moment, vous savez, les élites vénézuéliennes ont-elles vendu leur âme aux États-Unis? Et vous savez à quoi la Chine s'est-elle engagée après ce moment-là? Je pense que les Chinois ont un peu de boue sur le visage, car vous savez, vous êtes responsable de faire votre diligence raisonnable sur les personnes avec lesquelles vous négociez. Et je pense que s'ils croyaient que les Vénézuéliens négociaient de bonne foi avec la Chine, il est maintenant prouvé que ce n'est pas le cas. Est-ce que Trump s'achète un autre Vietnam? Et avant que vous ne répondiez à cela, voici ses commentaires sur la présence de troupes au sol. Chris, numéro 7. Est-ce que la gestion du pays par les États-Unis signifie que des troupes américaines seront sur le terrain? Comment cela fonctionnera-t-il? Eh bien, vous savez, ils disent toujours des troupes au sol aussi. Nous n'avons pas peur des troupes au sol si nous devons en avoir. Nous avions des troupes au sol la nuit dernière à un niveau très élevé en fait. Nous n'en avons pas peur. Nous n'hésitons pas à le dire. Mais nous allons nous assurer que ce pays est bien géré. Nous ne faisons pas cela en vain. Ce n'est pas. C'est une attaque très dangereuse. C'est une attaque qui aurait pu très mal tourner. Nous aurions pu perdre beaucoup de personnes la nuit dernière. Nous aurions pu perdre beaucoup de dignité. Nous aurions pu perdre beaucoup d'équipements. L'équipement est moins important, mais nous aurions pu perdre beaucoup et nous allons nous assurer que cela est bien. Nous sommes là maintenant. Nous sommes prêts à y retourner si nous devons. Nous allons gérer le pays correctement. Il va être géré de manière très judicieuse, très équitable. Vous savez, ils ont volé notre pétrole. Nous avons construit toute cette industrie là-bas et ils l'ont simplement prise comme si nous n'étions rien et nous avions un président qui a décidé de ne rien faire à ce sujet. Alors, nous avons fait quelque chose à ce sujet. Nous sommes en retard, mais nous avons fait quelque chose à ce sujet. Oui, s'il vous plaît. Rien à propos du pétrole dans l'inculpation. Les références à lui dans l'inculpation sont en tant que président du Venezuela, malgré ce que Marco Rubio veut dire. Mais permettez-moi de vous poser la question que j'ai mentionnée avant de regarder ce clip. Trump s'achète-t-il un autre Vietnam? Je ne crois pas. Je pense que c'était. Cette opération semble avoir été conçue pour éviter cette situation. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ce n'est pas une opération classique de changement de régime, ou par exemple, lorsque nous avons éliminé Saddam Hussein, l'une des premières choses que Paul Bremer a faites, c'est dissoudre l'armée irakienne, ainsi créant un vide d'autorité et de légitimité. Le ministère de la Défense vénézuélien est intact, dirigé par le ministre de la Défense. Le ministère de l'Intérieur est intact, dirigé par le ministre de l'Intérieur. Mais nous ne faisons aucun mouvement pour les retirer du pouvoir à ce stade. Ainsi, les structures de sécurité qui existaient sous Maduro existent toujours. Les mêmes personnes, les mêmes soldats, les mêmes casernes. La seule différence est que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense semblent prendre des ordres des États-Unis, de la CIA, du département d'État, des personnes qui les ont soudoyés. Et si c'est le cas et que ces personnes peuvent, vous savez, maintenir la sécurité, il n'y a pas. Et ils suivent la ligne. Il n'y a pas besoin pour les États-Unis de mettre des bottes sur le terrain. Donald Trump sait pertinemment qu'il n'a pas 100 000, 200 000, 300 000 soldats supplémentaires pour aller au Venezuela. Et il sait ce qui se passerait s'il le faisait. Lorsqu'il parle de bottes sur le terrain, il parle en gros d'une répétition du raid de la Delta Force la nuit dernière, que nous pourrions entrer et éliminer le ministre de la Défense si nous le voulions. Nous pourrions éliminer le ministre de l'Intérieur. Que n'importe lequel de ces élites qui ont adhéré à cela ait dit « Nous sommes ici pour soutenir cet exercice post-Maduro. S'ils oublient ce qu'ils ont promis, nous pouvons entrer et les éliminer avec des bottes sur le terrain. Mais je ne pense pas que Donald Trump parle de déploiement militaire à grande échelle au Venezuela. Ce n'est pas nécessaire car, en gros, nous possédons l'armée vénézuélienne et nous possédons les forces de sécurité vénézuéliennes. Non pas pour faire monter votre tension, mais voici le secrétaire à la défense qui se surnomme le secrétaire à la guerre, se vantant de ce qui s'est passé. Cri numéro 5. Nicolas Maduro a eu sa chance. Tout comme l'Iran A eu sa chance. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas pour eux, et jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas pour lui. Il a joué avec le feu, et il a découvert.
Le président Trump est extrêmement sérieux quant à l'arrêt du flux de gangs et de violence vers notre pays, Extrêmement sérieux quant à l'arrêt du flux de drogue et de poison. vers notre peuple, Extrêmement sérieux quant à récupérer le pétrole qui nous a été volé, et extrêmement sérieux quant à rétablir la dissuasion et la domination américaine dans l'hémisphère occidental. Il s'agit de la sécurité, de la protection de la liberté, et de la prospérité du peuple américain. c'est l'Amérique d'abord. C'est la paix Paix par la force. et le Département de la guerre des États-Unis est fier de contribuer contribuer à cela. Bienvenue en 2026. Et sous la présidence de Trump, l'Amérique est de retour. Oui. Comment les vétérans, comment les militaires de haut rang se sentent-ils lorsqu'ils entendent ce genre de bêtises dignes d'Hollywood? C'est de la stupidité à l'extrême, je veux dire. Tout ce qu'il a dit là-dedans était juridiquement contestable. Contestable, ce qui signifie que la base légale, le fondement, la base factuelle des choses qu'il affirmait n'est pas là. Il y a une raison pour laquelle d'autres présidences n'ont pas fait des choses comme ça, car c'était manifestement illégal. Mais vous savez, essentiellement, comme je l'ai dit plus tôt, Donald Trump a seulement besoin de... Donald Trump n'est pas là pour convaincre les démocrates. Il n'est pas là pour convaincre le public de Kamala Harris ou les anciens partisans de Joe Biden. Il n'est pas là pour convaincre, vous savez, n'importe qui sauf sa base. Il a besoin que sa base sorte en novembre et lui permette de terminer son mandat en tant que dictateur incontesté des États-Unis, car c'est ce qu'il est actuellement. Il fonctionne comme un dictateur. Il ne demande pas l'autorisation du Congrès. Il permet essentiellement à la CIA de faire ce qu'elle veut en Russie, au Venezuela, partout sans surveillance du Congrès. Nous avons un secrétaire d'État qui est également conseiller en sécurité nationale, ce qui crée toute une série de problèmes constitutionnels. Et puis nous avons un secrétaire à la guerre qui n'existe pas. Il n'y a pas de secrétaire à la guerre. Le Congrès doit changer sa désignation. Il ne peut pas le faire unilatéralement, mais le président s'en moque. C'est un président qui a assumé des pouvoirs dictatoriaux unilatéraux dans le domaine de la sécurité nationale, et il les applique très agressivement conformément au corollaire Trump de la doctrine Monroe 2.0 dont il a parlé, son document de stratégie de sécurité nationale. Cela fonctionne bien si cela ne tourne pas mal, si nous n'avons pas de sacs mortuaires qui rentrent à la maison, si les prix du pétrole ne flambent pas, cela fonctionne bien pour la base politique de Donald Trump, la base MAGA. Parce que vous savez, les gens disent, eh bien c'est une guerre, mais c'est le genre de guerre que Donald Trump a dit qu'il pouvait mener. Il ne va pas nous embarquer dans ces guerres interminables où nous intervenons et où nous nous enlisons et épuisons nos ressources. Il est allé là-bas, et vous savez, nous avons éliminé le leader, nous avons maintenant les plus grandes réserves de pétrole au monde, et tout va bien. Et les gens de MAGA disent, ouais, super, c'est bon pour l'Amérique. L'Amérique d'abord est juste un mantra qui dissimule tout un tas de péchés. Le premier étant que nous ne sommes plus une nation de loi. Et en tant que quelqu'un qui a prêté serment de soutenir et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et nationaux, parce que la Constitution nous définit comme une nation de loi, cela est très troublant. Et j'imagine que cela est troublant pour quiconque a un cerveau et a porté l'uniforme de l'armée des États-Unis. Voici le président se vantant de l'Amérique d'abord, Scott Creek, coupe numéro 6. Monsieur le Président, en quoi diriger Un pays d'Amérique du Sud relève-t-il de la politique? America First. Eh bien, je pense que c'est le cas parce que nous voulons nous entourer de bons voisins, nous voulons nous entourer de stabilité, nous voulons nous entourer d'énergie. Nous avons une énergie énorme dans ce pays, il est très important de la protéger. Nous en avons besoin pour nous-mêmes, nous en avons besoin pour le monde, et nous voulons nous assurer que nous pouvons la protéger. En d'autres termes, nous volerons tout ce que nous pouvons. Oui, regardez cela. Cet exercice au Venezuela, si ça, se produit de la manière dont Trump veut que ça se fasse. Je déteste dire bien, parce que bien implique d'une manière ou d'une autre que cela justifie ce qu'il a fait. Les fins ne justifient pas les moyens. Vous savez, Trump a dit des choses. Par exemple, la réalité du fentanyl. Vous savez, cela ne résout pas ce problème. Les Américains continueront à mourir en grand nombre à cause du fentanyl, et le fentanyl traverse la frontière depuis le Mexique. Alors quoi? Allons-nous entrer et éliminer le président mexicain ensuite? Parce que le président a dit que les cartels de la drogue au Mexique sont un gros problème. Il crée un argument parallèle pour que le Mexique applique la solution vénézuélienne. Qu'en est-il de la Colombie? L'une des plus grandes sources de stupéfiants, toutes les choses que nous avons accusé le Venezuela de faire proviennent en réalité de la Colombie. Allons-nous supprimer la direction colombienne? Vous savez, c'est la voie sur laquelle nous nous dirigeons en ce moment. C'est l'Amérique d'abord. Vous savez, rendre l'Amérique grande à nouveau. Il s'agit de... Et encore une fois, j'ai évoqué cela en avril. J'ai dit que ce président se dirige vers une mentalité de forteresse américaine, que nous allons nous découpler
autant que possible de l'Europe, du Moyen-Orient, pour concentrer nos forces ici, dans notre propre hémisphère, où nous serons extraordinairement agressifs. Attendez Panama, ce n'est pas encore terminé. Attendez le Pérou. Vous savez, il y a une grande installation portuaire au Pérou, où la Chine expédie des conteneurs qui vont ensuite sur une voie ferrée. Ils vont au Brésil, contournant le canal de Panama. Combien de temps pensez-vous que Trump va laisser cette installation portuaire fonctionner de cette manière? Si le gouvernement péruvien ne la ferme pas, il n'y aura pas de gouvernement péruvien en place qui le fera. C'est le standard que Donald Trump a établi. Lorsque nous décidons qu'une nation de l'hémisphère occidental possède des ressources bénéfiques pour les États-Unis, nous avons apparemment le droit de faire tout ce que nous voulons pour prendre le contrôle de ces ressources. Que cela serve de leçon aux Danois. Vous ne possédez plus le Groenland. Vous pourriez penser que c'est le cas, il pourrait y avoir un drapeau danois là-haut maintenant. Vous venez de perdre le Groenland, car le président vient de s'en tirer en violant le droit international à grande échelle. Et si vous pensez un instant que nous n'avons pas choisi le prochain envoyé spécial au Groenland, dans le but de prendre le contrôle du Groenland et de l'intégrer à l'Amérique, vous ne savez pas comment fonctionne ce président. Nous vivons dans une nouvelle époque où, vous savez cela. Les États-Unis sont devenus une puissance impériale dirigée par un dictateur parce que le Congrès refuse de faire son travail et le peuple américain est endormi au volant. Voyez-vous un lien entre ce qui s'est passé au Venezuela dans l'attaque israélo-américaine à venir contre l'Iran? Oui, oui, c'est le cas. Regardez, Venezuela. Permettez-moi de le dire ainsi. La chose compte en commun l'Iran, le Venezuela et la Russie, et que les politiques de sanctions américaines ont été appliquées agressivement à ces trois pays. Maintenant, le but de la politique de sanctions est de provoquer un désespoir économique, des dommages économiques. Et ensuite, ce qui se passe, c'est lorsque les gens sont affectés de manière négative économiquement, vous créez alors la fausse illusion d'une voie de salut. Si vous faites simplement ce que nous vous disons de faire, nous pouvons lever les sanctions, et vous pouvez être. Tout ira bien. Et si vous croyez à ce mensonge, vous avez maintenant créé un levier car vous avez créé un espoir qui ne se manifestera pas et qui peut être transformé en carburant pour l'opposition contre le gouvernement en place. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. En fait, demandez-vous ceci. Pendant que le Venezuela était sous blocus naval, rappelez-vous que nous embarquions sur des navires et faisions tout cela. Pourquoi ai-je pensé que c'était entre 4 et 8 pétroliers qui quittaient les ports vénézuéliens à destination des États-Unis? Parce que ces pétroliers transportaient du pétrole pour Chevron. Et ce que nous avons fait là-bas, c'est montrer aux Vénézuéliens que nous pouvions arrêter votre pétrole. Mais nous pouvons aussi le laisser couler, et quand ce pétrole coule, l'argent revient aux gens, et vous tous qui vouliez une vie meilleure avec la levée des sanctions, voyez maintenant la lumière. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est jouer notre jeu. Et notre jeu, c'est que Maduro doit partir, et ils sont tombés dans le piège. C'est ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Les Iraniens se sont laissés convaincre que les sanctions pourraient être levées, et cela crée un espoir économique qui ne se réalise pas. Cela crée du désespoir, cela crée l'opportunité pour une opposition d'émerger, et c'est ce que nous voyons. Et c'est ce qui pourrait arriver en Russie. Nous avons les sanctions en place. Maintenant, vous avez Kirill Dmitriev rencontrant Steve Witkoff et Jared Kushner, je veux dire, l'interface diplomatique la plus atypique que le monde ait jamais vue. Et tout ce dont ils parlent, c'est du potentiel économique, potentiel économique, potentiel économique. En même temps qu'ils font cela, la CIA lance une attaque contre la résidence du président russe. Je veux dire, il n'allait pas tuer Poutine, mais cela a envoyé un signal. Nous pouvons vous atteindre, et nous vous atteignons. Nous essayons de vous atteindre à un moment où nous faisons semblant d'avoir des dips. Nous vous avons embarrassé. Cette attaque était conçue pour montrer le président Poutine comme faible. Faible au même moment où nous disions au peuple russe qui souffre des sanctions que votre vie pourrait être meilleure si vous simplement amélioriez vos relations avec nous. Mais maintenant Poutine, parce que Trump, je suis très contrarié par Poutine à propos de l'Ukraine. C'est le jeu qui se joue actuellement pour faire tomber le gouvernement russe. C'est la même chose que nous avons réussi à faire au Venezuela. Maintenant, je ne dis pas que la Delta Force va entrer au Kremlin et sortir Poutine. Ce n'est pas le cas. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer des troubles intérieurs. C'est la même vieille politique que nous avions auparavant. Les Russes doivent se réveiller, et ils doivent se réveiller pour réaliser que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance, qu'il n'y a pas de négociation de bonne foi de la part des États-Unis. Et malheureusement, l'initiative Kirill Dmitriev, je pense, est morte dans l'eau. Elle doit être arrêtée. Scott Ritter, merci beaucoup, mon cher ami. Vous êtes venu nous voir un samedi après-midi après de nombreux voyages, et je ne peux pas vous remercier assez pour votre temps. Nous vous reparlerons la semaine prochaine. Tous mes vœux. Eh bien, d'accord, merci. Merci. Et nous reviendrons avec notre programme habituel la semaine prochaine à partir de lundi. Alistair.
Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on